macabre mystère. Aujourd'hui, nous sommes à Hyde, nord de l'Angleterre. Des rues calmes, des maisons en briques rouges, des jardins bien entretenus. Les voisins se saluent, les enfants jouent dans les allées. À cette époque, Hyde est une petite ville ouvrière de la banlieue de Manchester, marquée par la désindustrialisation. Beaucoup de familles vivent modestement, et les habitants se connaissent tous. Au numéro 12 de la rue W, un cabinet médical modeste attire peu l'attention. Une plaque discrète. Dr Harold Shipman, généraliste. À l'intérieur, un homme en blouse blanche sourit. Il connaît chacun de ses patients par leur prénom. Il prend le temps, écoute, rassure. Harold Shipman semble être le médecin idéal, bienveillant, attentif, charismatique. Le docteur Shipman y incarne une figure rassurante, celle du médecin de quartier qui soigne les générations successives, du grand-père au petit-fils. Les patients viennent souvent sans rendez-vous, déposant des gâteaux ou des cartes pour remercier leur docteur Fred. Dans les journaux locaux, son nom apparaît parfois dans les rubriques communautaires. Collecte de fonds, campagne de vaccination, soutien aux personnes âgées. Personne n'imaginerait alors que derrière ces gestes de bienveillance se cache l'un des pires prédateurs du Royaume-Uni moderne. Harold Frederick Shipman naît en 1946 à Nottingham. Une enfance ordinaire, des parents aimants, mais stricts. Très tôt, il se passionne pour la médecine. Durant ses études à Leeds School of Medicine, Shipman est reconnu comme un étudiant intelligent, mais réservé, obsédé par la précision. Cependant, en 1975, à peine quelques mois après avoir commencé à exercer à Todmorden, il est surpris en train de falsifier des prescriptions de pétidine, un puissant analgésique opioïde. Il en est lui-même dépendant. L'affaire éclate discrètement. Il suit une cure de désintoxication et échappe à la radiation. Cet épisode sera plus tard vu comme le premier signe de son rapport trouble aux médicaments. L'année suivante, il devient généraliste et s'installe à Hyde. Il inspire confiance. Ses patients l'adorent. Il visite les maisons, s'inquiète des plus fragiles, semble tout voir et tout comprendre. Shipman cultive une autorité naturelle. Toujours impeccablement vêtu, précis dans ses gestes, il parle avec un ton rassurant mais ferme. Dans son cabinet, tout est méticuleusement rangé. Dossiers classés, instruments parfaitement alignés. Certains patients racontent qu'il pouvait devenir froid, presque mécanique, lorsqu'on le contredisait. Il semble profondément marqué par la mort de sa mère, survenue alors qu'il avait 17 ans, d'un cancer du poumon. Durant les derniers mois, il observait les effets de la morphine administrée pour soulager ses souffrances, un souvenir obsédant qui aurait façonné son rapport à la mort et à la sédation. Les victimes qu'il choisit sont souvent âgées, seules, vulnérables. Certaines ont peu de famille, d'autres sont isolées par la maladie ou le handicap. Au début, tout semble normal. Des décès soudains, mais plausibles. Des crises cardiaques, des arrêts respiratoires. Les familles pleurent. Shipman est là, attentionné, offrant des funérailles rapides et des certificats de décès précis.
Mais certains décès commencent à sembler étranges. Des patients en bonne santé meurent en quelques heures ou quelques jours. Dans les années 1980, plusieurs patients de Shipman décèdent peu après ces visites à domicile. Les certificats mentionnent des causes naturelles: arrêt cardiaque, embolie pulmonaire, vieillesse. Personne ne soupçonne rien. Mais entre 1992 et 1998, le taux de mortalité de ces patients devient anormalement élevé, près du double de celui de ses collègues. Des employés de la maison funéraire Frank Massey & Son, chargés de préparer les corps, commencent à remarquer que les patients du docteur Shipman meurent souvent dans des positions étranges, assis dans leur fauteuil, parfois encore habillés, comme s'ils s'étaient simplement endormis. L'un des employés déclare plus tard: « On plaisantait entre nous en disant que s'il venait chez vous, il fallait commencer à faire vos adieux. » Harold s'assure de gérer tous les documents officiels. Les funérailles, le testament, la paperasse médicale. Il contrôle tout. Et derrière cette façade de dévouement, il agit avec méthode. Chaque patient devient une pièce dans son sombre puzzle. Shipman utilise des doses létales de diamorphine. Calmement, méthodiquement, il injecte ses victimes. Parfois, elles s'endorment et ne se réveillent jamais. Parfois, il maquille les symptômes pour simuler une mort naturelle. Les certificats de décès sont falsifiés. Les collègues, la police, les médecins légistes font confiance à son jugement. Peu de questions sont posées. Shipman rédigeait lui-même les certificats de décès et insistait pour que les familles refusent l'autopsie, arguant qu'il s'agissait d'un passage inutile pour les personnes âgées. Il profitait également d'un détail administratif. Dans le système britannique de l'époque, les médecins généralistes pouvaient signer les certificats sans contre-signature obligatoire. Cette faille lui permettait de certifier la mort naturelle de ses propres victimes, sans éveiller de soupçons. Shipman choisit ses victimes avec soin, isolées, vulnérables, souvent âgées. Ainsi ses crimes passent inaperçus. Il n'y a pas de violence spectaculaire, pas de confrontation, juste un contrôle absolu sur la vie et la mort. Des analyses rétrospectives révéleront plus tard qu'entre 1977 et 1998, Shipman a probablement administré des doses mortelles de diamorphine à au moins 215 personnes confirmées, peut-être jusqu'à 450 selon certains chercheurs indépendants. Ces victimes étaient à 80% des femmes âgées de 60 à 90 ans, souvent veuves, qu'il connaissait depuis des années. Au fil des années, certains commencent à remarquer un schéma. Trop de décès, trop fréquents. Trop de patients disparaissent sans que personne ne s'en émeuve. Une infirmière se souvient de son obsession pour les certificats, de sa présence constante lors des décès. Les collègues remarquent qu'il insiste pour organiser les funérailles lui-même. Mais Shipman est respecté, charismatique. Sa réputation de médecin dévoué rend toute suspicion difficile. Dès 1996, le docteur Linda Reynolds, une collègue du même centre médical, signale le taux de décès inhabituel de Shipman au Medical Council et au coroner de South Manchester. Une première enquête est ouverte, mais vite classée faute de preuves. Shipman, confiant, continue à exercer, persuadé de son impunité. Entre 1997 et 1998,
3 autres signalements sont faits par des familles sans qu'aucune mesure ne soit prise. Cette succession d'avertissements ignorés sera plus tard considérée comme un échec systémique majeur du NHS, National Health Service, le système de santé d'Angleterre. Tout change en 1998, après la mort de Kathleen Grundy, retraitée aisée. Ses documents financiers ont été manipulés, son testament falsifié. La police commence à enquêter sérieusement. Les enquêteurs découvrent un schéma macabre. Plusieurs centaines de patients sont morts sous la garde de Shipman. Les preuves s'accumulent. Analyse toxicologique, certificats falsifiés, témoignages de famille. Les chiffres sont accablants. Chaque détail révèle la méthode froide et calculatrice d'un homme capable de transformer la confiance en une arme silencieuse. La mort de Kathleen Grundy, ancienne mère adjointe de Hyde, marque un tournant. Sa fille, avocate, remarque que le testament a été modifié à la main, léguant toute sa fortune, près de 400 000 livres sterling, au docteur Shipman. Une autopsie révèle une dose massive de diamorphine dans son sang. Les policiers, menés par détective superintendant Bernard Postles, fouillent alors le cabinet médical de Shipman. Ils découvrent un ordinateur contenant des dossiers falsifiés. Il y ajoutait des notes post-mortem pour justifier rétroactivement les décès. Lorsqu'ils inspectent sa machine à écrire, ils y trouvent également des modèles de testaments vierges. Shipman est confronté à ces crimes. D'abord, il nie, mais les preuves parlent d'elles-mêmes. L'affaire devient nationale. Les tabloïds britanniques le surnomment « Docteur mort ». Des familles reviennent sur des décès anciens. Des centaines de corps sont exhumés pour analyse. La presse publie des photographies de ces anciennes patientes. Leurs portraits juxtaposés sous un titre glaçant. Elle lui faisait confiance. Le procès commence en 2000. Il s'ouvre au tribunal de Crown Court de Preston, sous haute surveillance. Les familles remplissent les bancs, tandis que la presse internationale couvre chaque audience. Les procureurs détaillent la méthode du médecin, ses signatures falsifiées, les traces de diamorphine retrouvées dans les flacons et les seringues. Les jurés écoutent les témoignages des familles, certains brisés par la culpabilité de ne pas avoir douté plus tôt. Shipman reste impassible, les bras croisés, notant parfois quelques mots dans un carnet noir. Il ne manifeste ni remords, ni émotion. L'accusation démontre que Shipman a tué au moins 15 patients et pourrait en avoir tué plus de 200. Témoignages, documents médicaux, analyses toxicologiques. Tout converge. Le jury découvre un homme méthodique, calculateur, qui exploitait la confiance de ses patients pour les assassiner. Le juge Alan Forbes déclare « Vous avez abusé de la confiance la plus sacrée que notre société puisse accorder. Vous avez transformé le serment d'Hippocrate en instrument de mort. » À l'annonce du verdict, certaines familles pleurent, d'autres restent figées. Les médias rappellent que même les tueurs en série les plus notoires, de Ted Bundy à John Wayne Gacy, ont rarement approché un tel nombre de victimes. Le Royaume-Uni est sous le choc. Un médecin, symbole de protection et de soins, s'est transformé en l'un des tueurs en série les plus prolifiques de l'histoire moderne.
Harold Shipman meurt en prison en 2004. Mais son impact est durable. Le système médical britannique est réformé. Suivi des prescriptions, audit des décès, contrôle accru des médecins. Ces réformes, appelées Shipman Inquiry, durent plus de 2 ans et publient un rapport en 6 volumes dirigé par Dame Janet Smith. Elles entraînent la création du General Practitioner Revalidation System, obligeant les médecins à rendre des comptes réguliers sur leurs prescriptions et leurs décès. Le contrôle des médicaments opioïdes devient beaucoup plus strict, notamment pour la diamorphine, désormais surveillée par des protocoles électroniques. Pour les familles, le sommeil des anges a été volé. Des vies innocentes ont été sacrifiées par un homme de confiance. Son histoire rappelle que le mal peut se cacher derrière les blouses blanches, que la confiance absolue peut devenir une arme silencieuse. L'affaire a profondément bouleversé le rapport de la société britannique à la médecine. Dans les années qui suivent, plusieurs séries documentaires et pièces de théâtre reviennent sur la dualité du personnage. Le médecin dévoué et le monstre caché. À Hyde, la maison où se trouvait son cabinet reste vide pendant des années. Certains habitants évitent encore d'en parler. D'autres déposent des fleurs anonymes en mémoire des victimes. Dans les hôpitaux, un terme officieux circule encore parmi les soignants. Le syndrome Shipman, cette méfiance silencieuse qui rappelle qu'un excès de confiance peut être aussi dangereux qu'une erreur médicale. À Hyde, la mort avait un visage rassurant, celui d'un médecin en qui tout le monde croyait. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en me laissant un avis. Cela m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute, sur Spotify, Apple Podcast ou encore YouTube. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Macabre Mystère.